donc je vais commencer ce webinaire en lien avec le métier aide-soignant. Donc, je vais faire une petite présentation assez courte avec quelques diapositives. Tout d'abord, un point sur le métier d'aide-soignant et surtout les textes en lien avec ce métier. Donc, on a plusieurs arrêtés, hein. On a un arrêté du 25 janvier 2005 modifié en lien avec tout ce qui est la validation des acquis de l'expérience. On a également le référentiel de formation qui est lié à l'arrêté du 22 octobre 2005 et puis différents articles en lien avec cette formation. Le métier d'aide-soignant s'appuie sur 3 référentiels métiers. Tout d'abord, le référentiel de formation, le référentiel des activités et, depuis 2005, le référentiel de compétences. Ce qui est important également à savoir, c'est qu'est-ce que le métier d'aide-soignant. Alors, comme vous pouvez le lire, un aide-soignant réalise des soins liés à des fonctions d'entretien et de la continuité de la vie, relativement et plus globalement des soins de confort visant à compenser partiellement ou totalement un manque d'autonomie de la personne. C'est plutôt une prise en charge de personnes dépendantes. Son rôle, bien évidemment, s'inscrit dans une démarche globale, hein, de la personne soignée et on prend en compte la dimension relationnelle des soins, bien évidemment la communication et se mettre au niveau de la personne soignée est importante pour entrer en communication avec elle, pouvoir percevoir ses besoins, la connaître et puis répondre au mieux à ses attentes. Il accompagne bien évidemment la personne dans l'ensemble des activités de sa vie quotidienne. Alors, vous n'avez plus la présentation, je ne sais pas si, voilà, et contribue à son bien-être et puis, dans la mesure du possible, on est là pour essayer d'accompagner pour qu'il retrouve une autonomie. Je vois que disparaît à l'écran voilà, ça y est, c'est revenu. Ce qui est important aussi dans le métier d'aide-soignant, c'est que l'aide-soignant ne travaille pas seul. En général, il travaille dans une équipe pluriprofessionnelle, en milieu hospitalier comme en milieu extra-hospitalier. Souvent, il est en binôme ou travaille en collaboration avec l'infirmière, hein. Il participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à des soins préventifs, curatifs ou palliatifs, hein. Ces soins ont toujours pour objet de promouvoir et de protéger, de maintenir ou de restaurer la santé de la personne dans le respect de ses droits et de sa dignité. L'aide-soignant, c'est quand même euh, la personne qui ne fait pas de soins invasifs, contrairement à l'infirmier qui a des fois des soins qui peuvent être pénibles à supporter. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour le confort, pour le bien-être et pour accompagner chaque jour au plus près des besoins des patients ou des résidents qu'il a en charge. Comment devenir aide-soignant? Alors, je vous ai fait une diapositive un peu qui va récapituler l'ensemble des accès à la formation. Comme vous pouvez le voir, que ce soit depuis cette année, que ce soit des parcours complets ou des parcours partiels, on a une seule et même sélection. Cette sélection équivaut à un dossier que le candidat va nous envoyer et qui sera analysé et évalué, et d'un entretien professionnel. Cette année, en raison de la crise sanitaire, la sélection a été faite pour cette rentrée 2020 que par un dossier. Ensuite, bon, vous avez le parcours complet, hein, qui se fait sur 10 mois, et puis vous avez aussi l'accès avec ce qu'on appelle les parcours partiels. Donc les parcours partiels, c'est plutôt soit des bacs professionnels comme les bacs ASSP, SAPAT, avec une possibilité d'apprentissage, j'y reviendrai un peu plus tard, ou des passerelles en lien avec les métiers d'ambulancier, d'auxiliaire de puéricultrice, d'auxiliaire de vie sociale, d'aide médico-psychologique ou d'assistance de vie aux familles. Il n'y a pas de sélection pour d'autres parcours partiels qui correspondent à la VAE
Pour des candidats qui auraient interrompu leur formation d'infirmier, mais dans ces cas-là, l'entrée dans cette formation doit se faire après l'avis du conseil technique, c'est une instance de la formation aide-soignante. Et puis, évidemment, pour des revalidations, pour certains aides-soignants qui, au cours de leur formation, n'auraient pas validé l'ensemble des modules et l'ensemble des compétences en stage. Et puis, il y a une sélection à ASH, hein, et la sélection se fait plutôt, les modalités sont plutôt définies par l'employeur, et il y a des propositions qui sont adressées au jury d'admission avec un maximum de 10% des places. La formation. Alors, le cursus complet, comme vous pouvez le voir, hein, c'est sur 10 mois. Il y a 8 modules. Donc, il y a le module de 4 semaines d'accompagnement d'une personne dans les activités de sa vie quotidienne. Vous avez le module 2 qui correspond à l'état clinique d'une personne. Le module 3 qui est un module très important et souvent c'est un module que les candidats en parcours VAE ne valident pas du premier coup parce que c'est vraiment le soin, la situation globale d'un patient dans une unité de soins. Donc c'est un module très important. Oui, bon, tous sont importants, mais celui-ci, c'est vrai que c'est un module qui engage beaucoup d'aides-soignants et qui inquiète aussi dans la formation parce que c'est le module emblématique avec une mise en situation professionnelle. Vous avez une semaine d'ergonomie parce que comme on le sait, hein, c'est un métier qui est difficile et il y a beaucoup de manipulation de patients et parfois de charges lourdes, donc c'est essentiel cette connaissance en ergonomie. Comme nous l'avons dit lors de la présentation du métier, l'importance de la relation est essentielle dans la communication avec les patients. Donc le module 5 de 2 semaines est axé sur cette communication. Il y a évidemment un module en lien avec l'hygiène des locaux hospitaliers. Tout ce qui est en lien aussi, une semaine pour la transmission des informations. Comme je vous l'avais dit, on travaille en équipe pluriprofessionnelle. On fait parfois des transmissions à nos collègues de l'après-midi ou de la nuit. Donc c'est important cette transmission des informations. Il y a l'organisation du travail. Une aide-soignante doit non seulement être rigoureuse, connaître les limites de son métier, ses activités, mais également être capable de s'organiser dans son travail. Et puis, on a un total donc de 17 semaines de modules de formation et de 24 semaines de stage. Comme vous avez vu hein, sur le tableau, il y a des stages qui correspondent à des unités de formation, sauf pour l'unité, le module 7 et le module 8. En règle générale, les stages sont réalisés dans des services de court séjour, ce qu'on appelle des services MCO. Donc, vous avez des stages en médecine, en chirurgie. Vous avez aussi des stages en moyen et long séjour auprès des personnes âgées. Il y a systématiquement un stage en santé mentale et des stages en secteur extra-hospitalier. Et puis, lorsque le projet de l'élève aide-soignant arrive à son terme, en fonction de son projet professionnel, on peut lui proposer un stage avec une structure optionnelle. Alors là, c'est juste pour vous donner une idée, mais je pense que vous allez avoir ce type de diaporama va certainement vous être diffusé. Là, c'est pour vous donner une idée de l'ensemble des cursus dans une formation. Donc, vous voyez que la première ligne de ce tableau correspond à un parcours complet avec l'alternance module-stage. Les stages sont en rose et les modules sont en jaune orangé. Vous voyez, il y a 1, 2, 3. Voilà, c'est le module 1, le module 6, le module 2. Et ce ruban pédagogique est décliné pour les différentes formations et les différents parcours partiels. Donc, comme vous pouvez le voir, certains de nos parcours partiels sont diplômés en mai et d'autres, le parcours complet, sont diplômés plutôt en juillet. Alors, sur le CHUT Dijon, nous avons depuis quelques années mis en place l'apprentissage. Alors, c'est vrai que cet apprentissage, il faut tout d'abord
entrer en formation et réussir les épreuves de sélection comme tout candidat. Il faut avoir 17 ans au 1er octobre de l'année de formation, mais c'est un élément qui est obligatoire pour l'ensemble des élèves qui entrent en formation. La particularité d'un apprenti, c'est qu'il doit trouver un employeur et signer un contrat d'apprentissage. Au niveau du CHU de Dijon, actuellement, les parcours d'apprentis sont réservés au bac ASSP et SAPAT. Voilà, et ils sont en parcours partiel sur un an. Les avantages de cet apprentissage, bien évidemment, c'est l'alternance de la formation chez l'employeur, à l'institut et dans les stages, qui lui permet non seulement d'avoir, comme les autres cursus partiels de bac pro, une alternance stage-institut pour les cours, mais également un retour régulier chez l'employeur pour une connaissance de l'entreprise et puis pour améliorer également une posture et des connaissances de cet environnement. La formation est gratuite. L'apprenti perçoit une rémunération. Alors, la rémunération est variable en fonction de l'âge et il bénéficie également du régime de sécurité sociale. Cette formation aide-soignante est amenée à se développer et à changer très rapidement. Actuellement, il y a une réingénierie de la formation qui est en cours au ministère. Les changements sont annoncés pour la rentrée 2021. La formation sera organisée par bloc de compétences. Alors, c'est vrai qu'avant la crise sanitaire, on parlait d'un allongement de la formation à 12 mois. Là, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des travaux. Je n'ai pas suivi le retour des groupes de travail au niveau du ministère. Il y aura une évolution certaine du référentiel d'activité et le diplôme qui est actuellement de niveau 3 devrait passer à un niveau 4. Et l'un des changements aussi par rapport au métier, c'est que ce métier d'aide-soignant était en catégorie C dans la fonction publique hospitalière et il passerait en catégorie B à l'avenir. Donc c'est aussi une reconnaissance de ce métier. Ce qui est important de savoir voilà, sur cette formation, et comme vous l'avez certainement vu, c'est quand même une formation qui est en déficit au niveau du recrutement des candidats. Bien qu'il y ait 1178 places au niveau de la Bourgogne et cette année on a 175 places supplémentaires, l'objectif c'est vraiment de rendre ce métier attractif parce que c'est un métier beau, intéressant, où les aides-soignants, et là je le vois avec les élèves, s'épanouissent dans leurs tâches. La relation à l'autre est essentielle et c'est vrai que c'est un métier qui est enrichissant, pour lequel on peut avoir des évolutions puisque l'on peut être amené ensuite à faire une formation infirmière et on peut travailler dans divers secteurs. Donc on peut, au cours de sa carrière, travailler en chirurgie, travailler auprès des personnes âgées, travailler en libéral, en secteur extra-hospitalier, travailler au sein d'une institution et travailler également en psychiatrie. Il y a une diversité de lieux. Ça offre quand même des possibilités aux jeunes qui sortent et qui ont besoin et qui ont envie d'aider la personne vulnérable. Ça leur offre quand même une diversité de choix dans les métiers, enfin dans les offres d'emploi et dans des contextes différents. Voilà globalement ce que je tenais à vous dire. Effectivement, j'ai été un peu rapide, le temps est compté, mais si vous avez des questions à me poser, je suis toute disposée à y répondre. Eh bien, Merci. justement, il y a des questions. Merci, Madame Callard. Question, est-ce que vous pouvez nous parler des critères de sélection pour les dossiers? Alors, les critères de sélection pour les dossiers, alors c'est vrai que je n'ai pas les critères, là, j'ai pas pris la feuille de critères, mais en général, c'est lié au projet professionnel. C'est vraiment lié il faut que l'on sente que dans le dossier que le candidat nous présente, ses motivations, c'est important de savoir pourquoi il est là, que l'on puisse
voir également quelle connaissance il a du métier, quelle connaissance il a de la formation, et puis également que l'on puisse percevoir à travers son écrit que son projet est construit. Ça, c'est certainement, alors on le voit à travers l'écrit, mais c'est souvent ce que l'on va chercher lors de l'entretien. Le dossier en lui-même, c'est souvent 2 pages qui sont présentées. Le candidat nous fait un état des lieux avec un CV et puis des acquis qu'il a pu avoir, soit en formation lors de son cursus scolaire, soit s'il a travaillé sur, sur les, les expériences qu'il a pu avoir. Et puis ensuite, lors de l'entretien, alors même si on ne l'a pas eu cette année, hein, l'entretien, mais en général, lors de l'entretien, on va voir si le projet professionnel est construit. C'est important que des candidats ne viennent pas sans savoir, sans avoir réfléchi à où ils allaient loger, comment la formation allait être prise en charge, quel environnement de travail ils vont pouvoir construire, parce que l'on sait très bien que c'est une formation qui est quand même dense, et s'ils rentrent en formation et que l'environnement et le contexte pour cet apprentissage n'est pas optimal, c'est des étudiants ou des élèves qui sont en difficulté après. Donc voilà. Oui, si je remets pas le micro, c'est plus dur. Donc, on a deux autres questions. Est-ce qu'il y aura un décalage avec auxiliaire de puériculture? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une réforme en cours de prévue? Hein. Enfin, et ensuite, est-ce qu'il y aura aussi un décalage avec le DAES option structure? Alors, là, je vais pas trop m'avancer hein, dans ces éléments. Alors, il y aura certainement un décalage avec les auxiliaires de puère parce que il y aura une orientation au niveau de la formation puère qui est quand même une spécificité dans l'accompagnement des jeunes enfants. En ce qui concerne l'autre question, c'était avec les DEAVS, c'était ça? Les DEAES. Ouais, les DEAS. Les DE, Les DEAES. oui, voilà. Là, je pense que. Alors, j'ai pas trop envie de m'avancer parce que c'est vrai que la réingénierie, comme elle était construite avant la crise sanitaire, c'était quand même élever la formation du diplôme d'État aide-soignant. Si on va en 12 mois, si on passe dans la catégorie B et si on passe le diplôme au niveau 4, il me semble, alors je n'ai euh, je pense que, alors, je vois un petit message de Christelle Cordier qui si je peux me permettre, travaille elle en groupe au ministère et qui me dit que le DAES est aussi donc en cours de réforme et certaines options risquent d'être supprimées. Voilà, mais c'est vrai que là, je préfère pas trop m'avancer sur cette question. Peut-être que d'autres participants pourraient y répondre mieux que moi. D'accord, merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Testori qui va nous parler du métier d'aide-soignant dans le service public hospitalier, euh, en, en nous expliquant sur dans quel domaine exactement ils officient, les formations possibles en mode formation continue, potentiellement les évolutions aussi. Monsieur Testori, je vous laisse la parole. Donc oui, la présentation précédente était très très complète, donc j'ai retiré de ma présentation quelques items pour éviter de vous rappeler ce qui a déjà été dit. Une chose importante quand même qu'il faut rappeler, ce qui a été dit, c'est que c'est un travail en équipe et c'est très important en fait de l'avoir en tête. C'est le plus important, je dirais, puisqu'en fait on est pluridisciplinaire et pluriprofessionnel à l'hôpital. Autour de la prise en charge du patient, on ne travaille pas tout seul, ce qui évite évidemment les erreurs et notamment les erreurs médicamenteuses, même si les aides-soignants ne délivrent pas de médicaments. Évidemment, le processus en fait qu'il y a quand même des contrôles et qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui voit ce qu'elle fait et que plusieurs personnes le voient. Et c'est important de le dire. Alors, je vais vous parler en 2 mots de la MSH, parce que tout le monde ne remet pas l'organisme auquel j'appartiens
Donc je suis en fait le délégué régional de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Donc c'est une sorte de mutuelle, à l'instar d'une mutuelle de santé qui prend en charge les dépenses de santé. Nous prenons, par rapport à des cotisations qui nous sont versées par les établissements publics de santé, les formations du personnel hospitalier et des médecins depuis 2013 en charge, et on rembourse ou on paye directement les organismes de formation. Et on rembourse et on paye aussi les transports, hébergements, repas, et peut-être parfois double de résidence pour les agents qui ont besoin de se déplacer loin et qui ne peuvent pas rentrer chez eux durant le cursus de formation. Donc on gère des enveloppes fermées. Sur ces enveloppes fermées, nous avons la possibilité de prendre en charge, et là je vais vous parler en fait de la formation du personnel hospitalier à partir du moment où on est rentré à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la formation initiale, on est déjà dans la formation professionnelle continue. Donc on a des enveloppes qui nous permettent de satisfaire en fait les besoins en tension des établissements. On avait fait une cartographie des métiers il y a quelques années en arrière, je crois 2 ans en arrière de mémoire, avec le conseil régional et l'ARS. Et on avait en fait en premier métier en tension le poste d'aide-soignant, enfin le métier d'aide-soignant. Donc c'est sur des petits volumes, mais c'est le métier le plus en tension. On avait sur les répondants plus de 150 postes à pourvoir à l'instant T. Et ce déficit en fait de soignants se creuse, puisque comme ça a déjà été dit, on a des difficultés pour attirer en fait les jeunes au métier d'aide-soignant. Donc on a nous mis à la suite de cette cartographie des métiers en place des dispositifs de financement assez forts, puisqu'en fait aujourd'hui un agent qui demande ou un établissement qui demande, on a les deux, à bénéficier d'une action de formation pour devenir aide-soignant, a quasiment la certitude d'être pris en charge. Ça, c'est quasiment certain, puisque ça répond à la cartographie et aux besoins des établissements qui adhèrent à la NFH. Et dans les dispositifs que nous avons à mobiliser, nous avons la possibilité de faire des études promotionnelles. Donc l'étude promotionnelle, c'est statutaire, on est sur un agent qui est déjà à l'hôpital, on n'est pas sur un emploi d'avenir, par exemple, même si ça n'existe plus trop, mais on ne serait pas sur un contrat aidé, en fait, on est sur un agent qui travaille à l'hôpital, peut-être d'ailleurs n'est pas immédiatement en fait sur un service de soins, mais qui voudrait devenir à terme aide-soignant. Il demande en fait à son service RH la possibilité de se voir financer une action de formation pour devenir aide-soignant. Et le service RH en fait nous transmet un dossier de prise en charge qui s'appelle une étude promotionnelle. Cette étude promotionnelle, elle est présentée en commission, et la commission valide en fait la prise en charge de l'agent. Et on couvre la totalité en fait des dépenses qui sont liées en fait au départ en formation. Donc ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà et avant tout le coût pédagogique. Ça c'est jamais dans le cadre des études promotionnelles pris en charge sur les fonds mutualisés, c'est ni l'agent ni l'hôpital qui le paye. Et on prend les frais de traitement et le reste est pris en charge par l'établissement sur son plan. Il a aussi la possibilité d'ailleurs de financer une étude promotionnelle directement sur son plan. Mais sur les petits établissements de type EHPAD, on imaginait que le plan de formation faisant 20 à 30 000 euros, on n'a pas la possibilité de passer beaucoup d'aides-soignants dessus, donc c'est pour ça que la NFH met des fonds en plus sur des fonds mutualisés pour pouvoir prendre en charge un maximum de monde. Donc les études promotionnelles, démarche de l'agent auprès de son employeur, qui permet en fait à l'employeur de demander à la NFH la prise en charge. On a une deuxième modalité de prise en charge, au-delà du plan, puisque je parlais tout à l'heure du plan, c'est la possibilité en fait de demander, dans le cadre du CPF, le compte personnel de formation, qui est la traduction en fait du DIF sur un compte portable qui a été monétisé dans le privé mais qui est encore exprimé en heures à l'hôpital. Et c'est donc la possibilité de se voir financé par le CPF, exactement dans le même type de prise en charge que je donnais sur le FMEP, le Fonds mutualisé aux études promotionnelles, l'étude de formation d'aide-soignant. Donc là, ça ne fait pas de différence, en fait, c'est juste les modalités de financement et le droit qu'on consomme qui diffèrent. Dans le FMEP, on n'a pas en fait un droit portable, on demande à son employeur, l'employeur demande à la NSH, c'est pris en charge ou pas. Là, pour le coup, je vous disais que c'était quasiment sûr d'être pris en charge. Par contre, sur le CPF, c'est lié à l'utilisation du droit de l'agent. L'établissement ne peut pas le faire à sa place. Si l'agent ne souhaite pas consommer ses droits CPF, il ne peut pas donc émarger au titre du CPF. C'est la grande différence entre le Fonds mutualisé aux études promotionnelles, le FMEP, et le CPF. Donc là, on a la possibilité, dès lors que l'agent mobilise
une heure de droit, enfin en fait on lui consomme la totalité de ses droits, mais en fait on s'attache pas aux droits qu'il a acquis. Normalement il est censé avoir 150 heures au maximum, il est bien évident s'il les a déjà partiellement consommés, on ne va pas lui dire comme il vous reste que 30 heures et que l'étude promotionnelle que vous nous demandez est d'au moins 10 mois de formation, on va vous financer que 30 heures et puis le reste vous débrouillez. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. On lui consomme la totalité des droits restants, les 30 heures qu'il avait ou les 150 heures s'il n'avait rien touché. Et par contre, en contrepartie, on lui finance l'intégralité de l'étude promotionnelle dans sa durée, avec toutes les dépenses de formation qui s'y rattachent et le maintien de sa rémunération également. Donc ça, c'est pour l'évolution en relation avec l'évolution de l'agent, donc au métier des soignants, en relation avec le DRH de l'établissement ou le directeur, si en fait on a une démarche qui est totalement individuelle. Que l'agent souhaite se former au métier d'aide-soignant, mais que le service RH dit écoutez, moi j'ai pas de poste, ou j'ai pas l'intention de vous nommer parce que vous n'êtes pas prioritaire, j'ai des gens qui sont plus anciens que vous et qui le demandent et qui attendent depuis bien plus longtemps que vous. Dans ces cas-là, on a un dernier dispositif. Alors c'est une contrepétrie, il ne faut pas mélanger les deux. On a le compte personnel de formation d'un côté et on a le CFP, le congé de formation professionnelle, de l'autre côté. Donc c'est en fait uniquement statutaire de fonction publique hospitalière, ça n'existe pas dans les deux autres versants de la fonction publique, et ça permet à un agent de demander jusqu'à 700 jours de formation durant toute sa carrière. Alors ça peut être évidemment mobilisé pour devenir aide-soignant, mais ça peut être aussi mobilisé pour se reconvertir sur un autre métier qui n'est pas forcément le métier de l'hôpital, peut-être sortir de l'hôpital quand on a fait déjà le tour de son poste ou de sa fonction et qu'on veut faire autre chose, et pouvoir exercer un autre métier ailleurs. Alors j'ai quelques exemples. L'exemple en fait d'un infirmier psy qui avait fait la première année de pilote de ligne, qu'il payait de sa poche, et il était venu en fait taper à la porte de l'ANSH pour qu'on finance le reste. On lui a évidemment pris en charge sa formation. Alors je dis évidemment parce qu'en fait il était major de promo et il avait déjà sorti 19 000 € de sa poche, ce brave homme, et il était vraiment très bon dans ce qu'il faisait et il était très impliqué dans le futur métier qu'il voulait faire. Et il a eu son diplôme et aujourd'hui en fait il est instructeur de vol sur simulateur chez Airbus et il forme en fait les nouveaux pilotes, les futurs pilotes de chez Airbus. Donc voilà, c'est le type de reconversion. On a eu aussi un aide-soignant qui avait en fait développé quelques troubles musculo-squelettiques et qui voulait se reconvertir. Et il a demandé en fait à faire une formation de pizzaiolo. Et aujourd'hui, il a tellement bien vécu en fait de son camion de pizzaiolo qu'il l'a revendu et il est maintenant dans une pizzeria en dur à emporter et avec 5 salariés de mémoire. Donc voilà, ce type de reconversion a été possible, financé par le congé de formation professionnelle. C'est vraiment une chance pour les agents, puisque ça n'existe, à mon avis, nulle part ailleurs. Je ne l'ai pas vu, moi, dans le privé, alors que je viens du privé. Et ça n'existe pas, comme je l'ai dit, dans les deux autres versants de la fonction publique. Ce qu'il faut savoir, pour finir, en Bourgogne, il y a 66 EHPAD autonomes. Donc autonomes, c'est-à-dire qui ne sont pas rattachés à un établissement public de santé sanitaire, qui serait en fait l'hôpital d'à côté, finalement, de l'EHPAD, qui permettrait en fait de gérer à la place, enfin de centraliser un peu la gestion de l'EHPAD. Par exemple, Champmaillot pour le CHU de Dijon, qui lui est rattaché directement au CHU de Dijon. Et donc ça veut dire qu'il y a déjà 66 EHPAD autonomes en Bourgogne, en plus des établissements des EHPAD qui sont rattachés à des établissements sanitaires. On a 120 établissements adhérents en tout. On a quasiment la totalité, puisqu'il nous manque 2 foyers de l'enfance au niveau des adhésions. Ça vous donne un peu le périmètre, en fait, uniquement sur Bourgogne, là je donne, parce que sur Franche-Comté, on a 40 établissements et ils sont beaucoup moins nombreux en termes d'EHPAD. La typologie des établissements est un peu différente. Mais ça vous donne en fait une compréhension que il y a quand même un réseau d'établissements médico-sociaux et les établissements médico-sociaux ont évidemment besoin, très fortement besoin, d'aides-soignantes pour pouvoir fonctionner, puisque c'est les personnes qui sont le plus en proximité d'après les infirmiers des patients, c'est celles qui prennent en charge les toilettes par exemple au quotidien, qui administrent des soins, par exemple changer un pansement. Le médicament est lui confié à l'infirmière, ou par exemple dans d'autres services, on va avoir des tâches différentes,
Par exemple, l'infirmière ne peut pas poser un plâtre puisqu'il faut réduire la fracture. Ça, c'est en fait normalement réalisé, enfin, c'est pas normalement, c'est réalisé par un médecin. Donc on voit bien que chacun a ses fonctions et ses missions, et puis les activités qu'il peut exercer au regard de son diplôme. Ça, c'est très codifié, c'est très encadré. Mais chacun a sa place et tout le monde contribue à la prise en charge du patient pour qu'il se sente le mieux possible en fait dans l'hôpital où il séjourne ou dans l'établissement de prise en charge de la personne âgée, où là il n'est pas considéré comme un patient, il est considéré comme un résident, puisqu'en EHPAD en fait ils sont chez eux. Donc il est résident à l'EHPAD et la structure finalement apporte en même temps une prise en charge, des soins, de la toilette, la possibilité de nourrir les résidents et de pouvoir avoir des aides médico-psychologiques par exemple qui les aident à se nourrir pour ceux qui ont Parkinson, Alzheimer, enfin, différentes pathologies. Donc voilà pour le métier. Alors, on peut exercer aide-soignant à peu près dans tous les services. Hein. Vous avez en fait des aides-soignants sur le service d'urgence. Vous avez des aides-soignants en service de réanimation, soins de suite, juste après en fait avoir été opéré. Vous avez évidemment des aides-soignantes dans les établissements de prise en charge de la personne âgée en perte d'autonomie. Voilà, il y en a beaucoup pour le coup parce que c'est elles qui s'occupent en fait des résidents en permanence. Il n'y a pas tant que ça d'infirmiers dans les EHPAD, mais il y a beaucoup en fait d'aides-soignantes pour les prendre en charge. Et puis on peut bouger parce que le diplôme en fait permet d'exercer le métier à peu près là où on veut le faire en fonction de ses appétences. On peut très bien bouger d'un EHPAD à un autre établissement si à un moment donné on le souhaite. Il y a la possibilité d'avoir une évolution dans l'emploi dans l'hôpital, mais aussi en interhospitalier. On peut, entre deux hôpitaux, pouvoir se déplacer. Et aujourd'hui, par exemple, on est aide-soignant, on veut passer une étude promotionnelle d'infirmier, et on a l'hôpital dans lequel on est qui n'est pas, lui, en capacité de nous donner la possibilité d'évoluer dans ses murs en tant qu'infirmier. Eh bien, en fait, on va lui donner la possibilité, malgré tout, de se former pour pouvoir exercer dans un autre établissement de proximité ou dans le cadre du groupement hospitalier de territoire. Donc voilà, ce serait pour l'hôpital, en fait, la possibilité d'avoir un vivier de compétences, de pouvoir former les gens, et puis de permettre après aux établissements périphériques de pouvoir acquérir les compétences qu'on a formées. Et c'est NFH qui s'en occupe. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire en retirant ce qui avait déjà été dit. Maintenant, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Ben justement, il y avait quelques questions. Vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Du coup, on demande si dans le cadre du CPF, le traitement est maintenu. Oui, bien sûr. En fait, tout dispositif de formation qui est co-décidé avec l'employeur donne le maintien à rémunération. Il y a très peu, en fait, ou quasiment pas, sauf si vous faites de la formation en dehors du temps de travail, mais là, en fait, comme c'est en dehors du temps de travail, il n'y a pas de rémunération nécessaire. Mais tous les dispositifs de formation qui sont pris en charge par NFH renvoient à un maintien de rémunération. D'accord. Merci. On avait une question aussi par rapport au CPF, à savoir à combien s'élève une heure, sachant que dans le privé, ça a été monétisé, mais vous nous dites que c'est toujours maintenu en heure, en mode en heure, et du coup, quelle est la valeur d'une heure? Ben, on s'en moque un peu, puisque ça voudrait dire que les diplômes n'ont pas en fait le même coût. En fonction de la nature même du diplôme et de l'endroit en fait où vous allez pouvoir être formé. Par exemple, si vous voulez devenir infirmier de bloc opératoire, à ce jour en Bourgogne-Franche-Comté, je dis bien à ce jour parce qu'il est en réflexion d'en avoir plusieurs, au moins deux, je dirais, avec le CHU de Dijon, mais à ce jour, il faut que vous alliez en fait à Besançon vous former. Et l'école n'ouvre que tous les 2 ans. Évidemment, le coût, si on intègre le déplacement, les repas, le maintien du salaire et le coût de formation, le coût en fait d'une formation qui se fait sur place n'est pas identique à une formation qui se ferait en fait beaucoup plus loin. Là, si vous avez besoin, en étant par exemple à Beaune, de vous déplacer tous les jours pour aller à Besançon vous former, c'est pas la même chose que de vous déplacer à Dijon ou de rester sur Beaune.
Donc on peut pas ramener en fait la logique à 1 heure de formation, parce qu'en fait on serait totalement équitable. On aurait en fait énormément d'intérêt à prendre en charge des formations pas chères, au détriment des formations qui sont un peu plus coûteuses. Par exemple un kiné, ça coûte évidemment très cher parce que c'est 4 ans de formation, et on n'aura pas les moyens si on était à ramener sur 1 heure. Donc on n'a jamais fait le calcul. La logique et la règle de la NFH pour être équitable envers tous les agents, quelle que soit la formation qu'ils souhaitent réaliser, suivre, eh bien, c'est de se dire qu'on consomme leur heure de droit, ils ont 150 heures. S'il leur restait 100 heures sur les 150, on leur consomme les 100 heures et on leur finance, là ça passe en commission évidemment, et on leur finance l'intégralité de la formation qu'ils ont réclamée, par l'intermédiaire d'ailleurs de l'employeur, parce qu'en fait le CPF s'exprime d'abord auprès de l'employeur qui nous après nous envoie un dossier pour nous dire mon agent souhaite, et je suis d'accord avec ça, partir en formation pour faire un diplôme d'aide-soignant, et il consomme par ailleurs les 100 heures ou les 150 heures qu'il avait de CPF, et à ce moment-là, nous en fait on a dans la bécane, dans la base informatique de l'NFH qui est en lien directement avec les établissements, la possibilité de défalquer les heures pour avoir en fait à suivre si l'agent a encore des heures CPF ou s'il les a déjà consommées. Alors on peut le faire que quand il les demande pour la première fois, on ne peut pas récupérer en fait sur mon compte personnel, vous savez, vous avez un compte, mon compte personnel formation.org, un truc qui gère le CPF en lien avec la caisse des dépôts. Nous, on n'est pas interfacé avec ça. Donc en fait, s'il avait déjà consommé des heures précédemment et dont on n'a pas connaissance, on ne peut pas les récupérer. Par contre, on peut savoir s'il a déjà consommé des heures en passant par nous. Ça c'est possible. Mais à la limite, on s'en moque. Il a 1 heure en fait de droit. Ça lui permet en fait de demander une étude promotionnelle via du CPF. Donc aucun intérêt pour nous de le convertir en heures. On le fera d'ailleurs pas et on l'a jamais fait. Je ne peux pas vous répondre à la question de savoir ce que ça représente en heures, puisque de toute façon le calcul n'a jamais été fait. Oui, monétairement, non. Mais du coup, question, on me dit, mais si l'employeur n'est pas d'accord pour mobiliser le CPF, l'agent peut-il mobiliser le CFP? Oui, en principe oui. C'est-à-dire que dans le cadre du CFP, l'employeur n'a pas de droit de regard sur le cursus de formation poursuivi, notamment pour les exemples que je vous donnais tout à l'heure. Un employeur hospitalier aurait du mal à donner son avis sur un infirmier psy qui veut être pilote de ligne. Mais il a par contre la nécessité de donner en fait une autorisation d'absence. Donc en fait, dans le document qu'il remplit, dans la demande de prise en charge, il donne quand même la possibilité à l'agent de s'absenter pour suivre la formation. C'est pour ça qu'on parle d'un congé. Donc il n'y a pas la possibilité de faire autrement que de prendre un congé de formation professionnelle, et surtout pas, parce que j'ai déjà des agents qui ont tenté de le faire ou eu l'idée de le faire, surtout pas de se mettre en disponibilité pour réclamer derrière après un congé, ça reviendrait à poser un RTT sur un jour de congé payé. Donc en fait, soit vous êtes, c'est pas la superposition d'état à la Schrödinger, vous êtes soit effectivement en congé, soit en disponibilité, vous ne pouvez pas être les deux en même temps. Donc vous avez à choisir si vous voulez être en disponibilité, mais le faire, et c'est pour ça que je conseille de ne pas le faire, ça serait en fait vous interdire l'intégralité des fonds sur lesquels vous pourriez avoir accès, puisqu'en fait vous êtes en disponibilité, vous êtes sorti de l'effectif. Alors que si vous êtes en fait en demande de congé, vous êtes toujours dans l'effectif, la rémunération est toujours maintenue, dans le cadre du CFP notamment, elle est maintenue par l'employeur. Dans tous les cas, c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. C'est l'employeur qui maintient la rémunération et la NFH qui rembourse l'employeur de la rémunération qu'il a versée à l'agent. C'est plus facile de le faire dans ce sens-là que d'avoir un mécanisme de prise en charge des traitements qui ferait qu'on n'aurait pas forcément son salaire en fin de mois, mais plutôt au 15 du mois, quoi. Donc là, on a son salaire tous les mois, comme d'habitude. C'est l'employeur qui le gère. Et l'employeur, comme il nous fournit des documents justificatifs qui permettent de dire, regardez, mon agent n'était pas en arrêt maladie, n'était pas autre part que la formation pour laquelle il était financé, eh bien nous, on procède en fait à un remboursement des traitements directement à l'employeur par titre de recette. L'hôpital nous fait un titre et on rembourse les traitements. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, merci. Enfin, une petite dernière question. Serait-il possible de connaître le pourcentage de budget entre les études promotionnelles et les reconversions? On a plafonné à 20% pour éviter en fait qu'on ait des mécanismes de double présentation. Je m'explique. On avait en fait des agents qui présentaient des dossiers de fonds mutualisés aux études promotionnelles, donc là ça passe par l'établissement, ou des dossiers de CPF. Et on avait le cas d'agents pour multiplier leurs chances, en fait, leur capacité de prise en charge, représenter exactement la même demande dans le cadre du CFP. Or, comme les commissions ne sont pas les mêmes,
Mais en fait, on avait potentiellement une commission. D'ailleurs, elles se font souvent le matin et l'après-midi sur les différents dispositifs pour éviter de déplacer en fait les instances décisionnaires 50 fois dans l'année. Donc en fait, on avait potentiellement un agent qui se présentait le matin et qui avait le bénéfice d'une action. Et comme en fait, c'était pas la même commission qui se réunissait l'après-midi, on avait de nouveau en fait une acceptation l'après-midi sur un autre fond, mais exactement pour le même agent, sur la même formation. Donc pour éviter en fait ce genre de problématique, parce qu'après, évidemment, comme on est dans une enveloppe fermée, si on attribue en commission des dossiers et qu'on fait un arbitrage en fonction de l'enveloppe qu'on a, c'est pas pour après derrière annuler en fait des doubles accords, qui nous feraient finalement récupérer de l'argent qu'on n'aurait pas distribué durant la commission. Là, ça serait totalement ubuesque comme situation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plafonné à 20% les demandes au titre du CFP. On n'a pas plafonné au titre du CPF. C'est la règle nationale, c'est toute demande de formation qui est en lien avec les métiers de l'hôpital. C'est pour faire la distinction en fait entre CPF et CFP. CPF, métier de l'hôpital, CFP, reconversion. On est plutôt en dehors de l'hôpital. Mais on a aussi des cas de formation, de dossiers CFP qui sont directement en lien avec l'hôpital, sauf qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de poste au sein de l'établissement dans lequel l'agent travaille, et donc c'est difficile de le faire prendre en charge sur le plan, parce que le plan, c'est le projet de l'établissement en matière de formation. C'est difficile de le faire prendre en charge sur le FMEP, parce que ça passe directement par le service RH, et comme on ne peut pas prendre l'intégralité des demandes, des fois on aurait, je sais pas, peut-être 30 ou 40 demandes sur un seul et même établissement pour qu'on soit en équité vis-à-vis de l'ensemble des adhérents, on le fera pas. Et donc du coup, on a à bien répartir. Ça c'est notre popote en fait. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'agent qui nous dit, moi, je veux devenir aide-soignant. Et après, notre façon de travailler fait qu'on va conseiller, puisqu'on est aussi mission de CEP, de conseiller en évolution professionnelle hébergé par l'NFH dans le décret. Et donc du coup, on peut très bien leur dire, mais là, vous êtes en train de consommer des droits de manière un peu, je dirais, stérile, pour la simple et bonne raison que si vous consommez 10 mois de formation dans le CFP, quand vous en aurez besoin pour vous reconvertir si un jour vous en avez envie, bah vous ne l'aurez plus puisque c'est rattaché à la carrière. Et donc c'est pas renouvelable et c'est donc finalement utilisé en one shot. Donc nous, ce qu'on leur conseille, c'est de dire, bah, préférez plutôt négocier avec l'employeur dans le cadre du fonds mutualisé aux études promotionnelles ou utiliser vos droits CPF et conserver vos droits de CFP. Si un jour vous vous rendez compte que vous êtes usé de voir la maladie, de voir la dépendance, on peut très bien le comprendre. On a des aides-soignantes qui fonctionnent dans des unités très compliquées comme des soins palliatifs où on a des gamins avec des cancers en phase terminale. C'est très compliqué en fait d'y vivre toute une carrière. On peut bien comprendre que les gens veuillent bouger ou se reconvertir. Et bien là, le CFP sert à ça et on leur conseille de conserver leurs droits pour pouvoir le faire au moment, peut-être en deuxième partie de carrière, au moment en fait où ça sera opportun de le faire, et pas à 25 ans quand on est une jeune hospitalière qui cherche à en fait évoluer dans son métier, mais qui est en train déjà de consommer les droits à reconversion qu'on pourrait lui proposer. Donc c'est nous qui faisons ce petit travail, en conseillant plutôt l'agent de prendre son CPF ou de co-décider un départ en formation dans un principe que j'expliquais tout à l'heure de vivier de compétences hospitaliers au sein d'un territoire. C'est-à-dire qu'en fait, même si l'agent ne va pas être nommé dans cet établissement-là, ça profite à l'établissement d'à côté. Maintenant, comme on est dans la logique de groupement hospitalier de territoire ou de coopération inter-établissement dans des GCSMS, donc des groupements coopération médico-sociaux, en fait, c'est un principe de réciprocité. Un jour, je forme un agent dont je n'ai pas besoin, mais dont mon voisin profite, et à l'inverse, un jour, mon voisin forme un agent dont je vais profiter parce que lui n'a pas de besoin. Voilà, ça marche comme ça et on y croit et ça fonctionne plutôt pas mal. Sur le volume de l'enveloppe, on a quand même peut-être une centaine d'agents qui partent en formation tous les ans. Donc on se doute pas évidemment du coût, mais une infirmière diplômée d'État à former sur 3 ans coûte 100 000 € pour une personne. Et on a financé sur 2020, malgré le Covid, 25 départs en formation, c'est-à-dire 2,5 millions de départs en formation, alors prévisibles sur 3 ans, bien évidemment, c'est pas 2,5 millions à sortir tout de suite maintenant, mais il faut se dire que quand on fait la formation, quand on finance la formation de 25 personnes sur des études promotionnelles d'infirmiers diplômés d'État, et ben en parallèle, on le fait sans avoir à télescoper les départs en formation d'aides-soignants, puisqu'en fait, on les priorise, les aides-soignants sont tous pris,
Et en contrepartie, on essaye quand même de faire partir un certain volume d'IDE, d'infirmiers diplômés d'État, pour éviter d'avoir à coincer certains établissements qui en auraient besoin, et puis surtout pour contribuer au fonctionnement, au bon fonctionnement en fait des unités de formation, puisque si personne n'envoie personne en formation, les centres de formation IFAS ici ne tournent pas à plein, et c'est évidemment un modèle économique qui est difficile à maintenir. Donc on essaye d'essayer de ménager un peu la chèvre et le chou, en faisant qu'on réponde aux besoins des établissements eux-mêmes, puisque c'est eux qui demandent le départ en formation des agents, quand c'est pas l'agent qui le demande en direct. Et là, pour le coup, enfin, c'est pas en direct vis-à-vis de la NFH, hein, c'est jamais. Ça passe toujours quand même par le référent hospitalier qui gère le plan de formation de l'établissement. C'est pas un agent qui nous appelle en direct pour avoir le bénéfice d'une action de formation. Ça n'existe pas. On n'est pas sur acheter de la formation en direct comme on peut l'avoir sur le compte personnel de formation avec le petit logiciel rattaché à la caisse des dépôts. Mais donc ça passe quand même par un intermédiaire qui nous transmet la demande. Et après, on fait du conseil auprès de l'établissement, auprès de l'agent. On essaye de maintenir finalement dans son intérêt et préserver ses droits qui n'a pas d'utilité à utiliser maintenant tout de suite, plutôt à en prendre d'autres qui peuvent être mobilisés, et de satisfaire en fait à la fois les besoins des établissements, les besoins des centres de formation qui ont besoin de faire le plein. Comme on le disait tout à l'heure, s'il n'y a plus de jeunes qui se forment en IFAS, il faut absolument que la NFH puisse envoyer des agents pour répondre aux besoins notamment des établissements, mais pas que, pour répondre aussi aux besoins de fonctionnement du centre hospitalier qui héberge le centre de formation, sinon le centre de formation à un moment donné devra fermer, et pour répondre à nos besoins, on sera obligé de les envoyer dans une autre région. Donc il faut absolument qu'on ait ce mode de fonctionnement-là, et on arrive à le maintenir, à le préserver. Alors, ça vous a pas échappé, il y a le Ségur de la santé qui a déjà dit certaines choses et qui va en dire encore un peu. On aura sans doute à mobiliser, nous, des fonds dans le sens de la formation des IDE, des IBOD, puisqu'en fait, on voit bien que le bloc qui doit être formé à l'horizon 2020 n'a pas été totalement respecté et qu'on a sans doute quelque chose à faire là-dessus, sur les IBOD. Et on a évidemment une demande qu'on estime forte, notamment par rapport à ce qui a été dit sur l'évolution du métier, sur l'attractivité, sur la reconnaissance catégorie B plutôt que catégorie C du métier d'aide-soignant. On aura sans doute à mettre la main à la poche de manière plus forte et à rerouter nos fonds de manière différente, en priorisation. Aujourd'hui, la priorité est sur les aides-soignants, on ne va pas bouger ça, mais on en mettra sans doute un peu plus, on mettra certainement un peu plus de moyens, un peu plus de financement, peut-être qu'on ira chercher d'ailleurs à gauche, à droite des financements supplémentaires pour pouvoir répondre à la demande, ce qui permet finalement de satisfaire aujourd'hui tous les départs en formation. On a, je le dis très clairement, sur les 2 dernières années, c'est-à-dire 2019-2020, nous avons absolument jamais refusé un départ en formation d'aide-soignant. Toutes les demandes qui ont été exprimées des établissements sur le métier d'aide-soignant ont tous été prises en charge pour pouvoir satisfaire en fait le volume dont on a besoin, qui était en fait estimatif, hein, parce que c'était à un instant T 150 postes sur un volume de répondants qui était de 50%, quelque chose comme ça. Donc évidemment c'est que estimatif, mais notre travail c'est d'essayer de répondre le mieux possible avec l'argent dont on dispose aux besoins de formation des établissements et des agents, ce qui fait qu'aujourd'hui on met quand même le paquet sur le poste d'aide-soignant. Il y a très peu voire pas du tout de risque de se voir refuser, sauf si l'établissement est contre. Là pour le coup on ne peut pas trop agir, parce que comme je le disais, ça passe par la DRH de l'établissement. Il restera le CFP pour pouvoir faire une demande avec une autorisation d'absence uniquement. Mais on n'a pratiquement aujourd'hui aucun risque de demander une prise en charge d'aide-soignant et de se le voir refuser par la NFH. Aujourd'hui, à ce stade, aujourd'hui, ça n'existe pas. D'accord. Bah, je vous remercie. Il y a d'autres questions, mais le temps file. Si toute question ne trouve pas forcément réponse aujourd'hui, nous ne manquerons pas d'essayer d'y répondre ultérieurement. Roxane Garnier du Conseil régional, j'ai en charge les formations sanitaires et sociales et donc on va faire un focus sur la formation aide-soignant. Alors, quelques chiffres rapidement sur la rentrée 2019-2020.
Donc, sur toutes les formations de niveau 3, dont les formations aides-soignantes, donc la région a mobilisé 2 900 000 € avec un cofinancement donc, de Pôle emploi à hauteur de presque 800 000 €. Et donc, plus particulièrement pour les formations aides-soignantes, nous étions à 1 415 360 000 € pour dédier à ces formations aides-soignantes. Donc, la région intervient sur le périmètre qui lui incombe, c'est-à-dire les étudiants en formation initiale, donc qui n'ont pas de rupture de scolarité, donc la continuité de scolarité, et le public demandeur d'emploi, donc qui est inscrit à Pôle emploi, donc qu'il soit indemnisé ou non. Alors, sur les publics formation initiale, les prises en charge des coûts de formation aide-soignante se font automatiquement sans critères, si ce n'est la continuité de scolarité. En revanche, sur les publics demandeurs d'emploi, donc un certain nombre de critères est mis en place pour valider la prise en charge des coûts de formation. Donc, les personnes sont en cursus complet ou en cursus partiel. Les critères pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des coûts de formation, c'est donc faire sa formation dans un institut autorisé par la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire un institut situé en Bourgogne-Franche-Comté, être inscrit à Pôle emploi au plus tard la veille de l'entrée en formation, toutes catégories confondues. Donc on demande de fournir une attestation d'inscription à Pôle emploi datant de moins de 2 mois. Ensuite, ne pas être titulaire d'une qualification professionnelle qui date de moins de 2 ans avant l'entrée en formation, donc à l'exception des titulaires des bacs pro SSP SAPAT ou des CAP petite enfance. Et enfin, ne pas être titulaire d'un diplôme paramédical et ou social. On pense notamment soit un diplôme, par exemple une auxiliaire de puère ne sera pas prise en charge pour être aide-soignant ou un cursus ambulancier. Et après, on a toute une liste donc conformément à la réglementation. Les quelques critères d'exclusion donc sont exclus les fonctionnaires, stagiaires titulaires, les salariés, donc parce que ce sont des statuts qui ne relèvent pas de la compétence du conseil régional. Les personnes percevant une allocation d'études versée par un centre hospitalier ou un employeur, donc là même réponse, ce sont des statuts qui ne relèvent pas de notre périmètre. Ensuite, les démissionnaires d'un CDI, temps plein ou temps partiel, dans les 4 mois antérieurs à leur entrée en formation. Les personnes en congé parental et les cursus passerelles et les cursus VAE. Donc, petit focus sur une action mise en place en expérimentation en février 2020 pour augmenter le nombre de diplômés aides-soignants, vu que c'est un métier fortement en tension. La région, dans le cadre d'une action PRIC, a décidé donc d'ouvrir et d'expérimenter une février. Donc, quelques instituts de formation ont participé à cette expérimentation en février 2020. Et cette action est reconduite, donc elle est à destination des titulaires d'un bac pro SAPAT ASSP. Et donc, elle sera reconduite pour février 2021 avec l'ouverture de 165 places réparties dans 12 IFA sur tout le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est toujours une rentrée qui est spécifique aux titulaires des bacs pro SAPAT ASSP. Et donc, vous avez la liste de tous les instituts qui ouvriront donc dès février 2021 une rentrée spécifique cursus court, bac pro SAPAT ASSP. Voilà, pour ma part, c'est terminé. Bonjour, je me présente, Catherine Pajot, je suis secrétaire générale de région pour la Bourgogne-Franche-Comté, pour l'OPCO Santé. L'OPCO Santé, c'est un opérateur de compétences qui s'attache à accompagner les structures adhérentes
dans la mise en œuvre de leur plan de développement des compétences. Les structures adhérentes à l'OPCO-Santé relèvent de plusieurs branches. Tout d'abord, la branche associative du secteur sanitaire, social et médico-social, mais aussi la branche de l'hospitalisation privée, le secteur de la médecine du travail, les établissements français du sang et enfin le thermalisme. En Bourgogne-Franche-Comté, la particularité de toutes ces structures adhérentes, c'est d'être en grand nombre dans le champ de la personne âgée. Donc les établissements d'hébergement pour personnes âgées sont en nombre très important sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Viennent ensuite les structures de prise en charge des personnes handicapées, puis les établissements sanitaires. Pour toutes les structures adhérentes à l'OPCO-Santé, établissements qui sont au nombre d'environ 1400 sur tout le territoire, une problématique importante est la difficulté de recrutement de personnel qualifié sur la qualification d'aide-soignante. Les difficultés de recrutement sont importantes, voire même alarmantes. Ça veut dire que la formation d'aide-soignante est une formation qui conduit nécessairement à l'emploi dans une structure sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'OPCO-Santé, on le disait tout à l'heure, a pour rôle d'accompagner les structures adhérentes dans la mise en œuvre de leur plan de développement de compétences et à ce titre, nous finançons évidemment la formation d'aide-soignante qui nous intéresse aujourd'hui selon différents cursus. Tout d'abord, la mise en œuvre de la formation dans le cadre du plan de développement des compétences pour un salarié d'une structure qui souhaite évoluer vers une qualification supérieure, soit par le biais de la formation, mais aussi par un autre dispositif important qui est la validation des acquis de l'expérience. Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, il y a deux possibilités de mise en œuvre du dispositif, soit un accompagnement classique, qui est une durée de 24 heures, soit un accompagnement plus long, qui a été proposé par la branche, qui s'appelle un dispositif de soutien de branche, et qui compte au bas mot 183 heures. Dans ces 183 heures, on trouve évidemment un accompagnement renforcé, mais on trouve aussi des temps de stage potentiels dans d'autres établissements qui permettraient de connaître d'autres publics accueillis. On trouve des temps de séquences de développement de compétences et puis l'élaboration du passage à blanc devant le jury, donc le tout permettant donc un accompagnement beaucoup plus complet et une optimisation des chances de réussite à l'obtention du diplôme d'aide-soignante au moment du passage devant le jury. Au-delà de ce parcours de salariés, l'OPCO-Santé accompagne aussi les établissements qui souhaitent recruter par le biais de l'alternance et donc nous finançons des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage dans le but d'obtenir cette qualification d'aide-soignante. Cette démarche de l'alternance étant très largement mobilisée sur cette année, notamment sur la rentrée de septembre 2020, pour permettre aux structures donc d'accompagner des jeunes par le biais de temps de formation et de présence sur le terrain professionnel. Et puis enfin, cette année, sur cette fin d'année, l'OPCO-Santé a décidé aussi de s'adresser aux demandeurs d'emploi en leur permettant, par le biais d'une préparation opérationnelle à l'emploi, d'être accompagnés sur un parcours visant à préparer l'entrée en formation dans les instituts de formation aide-soignants. Donc nous allons mettre en place dès la mi-novembre 2 groupes d'environ 12 demandeurs d'emploi qui sont des personnes qui souhaitent accéder à la formation d'aide-soignante et qui ont besoin d'une remise à niveau et d'une préparation aux épreuves de sélection. Donc un groupe sur Dijon, un groupe sur Besançon sur cette fin d'année. Donc j'avais un petit message à vous passer sur cette POEC. Donc c'est 12 places sur Dijon, donc Quetigny, et 12 places sur Besançon. La POEC aura lieu du 16 novembre au 29 janvier. Et il y a encore des places à pourvoir.
Pour voir ces places, il faudra directement prendre contact avec Madame Stéphanie Baron-Nivois de la Croix-Rouge et je vous ai mis le mail sur la dernière page, là où vous pouvez aussi télécharger le support de formation. Donc pour finir cette intervention, je vais demander à Monsieur Testori de nous présenter succinctement une expérimentation VE qui est menée actuellement conjointement par l'ANFH, l'ARS, mais également la DRD RJSCS. Monsieur Testori. Alors je vais faire beaucoup plus court que précédemment, parce que c'est, comme vous l'avez dit, une expérimentation et qui n'a pas encore produit tous les résultats pour pouvoir en parler dans le menu. On va se nourrir évidemment de l'expérimentation qu'on a menée pour voir si on reproduit stricto sensus ou si on améliore en fait le dispositif, sachant que c'est un dispositif qu'on a créé de toutes pièces à la suite du constat que j'évoquais tout à l'heure de ne pas avoir assez de professionnels par rapport aux besoins des établissements sur le métier d'aide-soignant. Donc, nous nous sommes en fait concertés avec l'ARS et le certificateur et le DAVA, parce qu'en fait il y avait initialement aussi le DAVA qui avait travaillé avec nous, pour construire en fait un dispositif global d'accompagnement qui en fait permettait de manière collective de pouvoir suivre l'agent de la rédaction du livret 1 jusqu'à la présentation devant le jury. Il est suivi en fait sur la totalité du parcours, on n'est évidemment plus sur les 24 heures, on est bien plus large que cela. Et le dispositif est construit en expérimentation sur des groupes tests de 6 personnes qui viennent du même établissement. Pourquoi nous sommes partis sur des groupes de 6 du même établissement? Si on pouvait avoir en fait des agents qui travaillaient sur, qui disaient eux, dit expérience, et veut dire en fait on est dans l'action, on n'est pas dans l'apprentissage, et on va transformer en fait cette action en savoir, et ces savoirs vont être validés de manière académique pour pouvoir obtenir le diplôme. Donc il fallait qu'on ait à minima en fait des savoirs exercés, de l'action en fait qui soit à peu près homogène et pas qu'on se retrouve avec un agent qui dise bah nous dans mon établissement on fait pas ça, j'ai pas du tout d'activité là-dessus, et puis un autre qui a en fait 80% de son activité qui était sur quelque chose qui n'était pas exercé par les autres. Donc en fait on a un groupe plutôt homogène par établissement. Alors, évidemment, à la démarche de l'agent lui-même, hein, on l'a pas forcé à s'inscrire dans le dispositif, c'est vraiment à l'initiative de l'agent, on lui a simplement proposé s'il voulait bénéficier du dispositif. Le dispositif permet d'avoir 140 heures de stage pour pouvoir le sortir de sa situation de travail habituelle et le mettre dans une autre situation de travail où il va pouvoir acquérir en fait des savoirs par l'expérience dans cette situation de travail nouvelle. Et un dispositif en fait d'accompagnement à la rédaction du livret 1, comme je l'ai dit, ce qui permet en fait de pouvoir avoir un OK to go sur le certificateur pour se présenter in fine devant le jury, et tout un dispositif en fait de montée en compétences individualisée pour si jamais il y avait des unités de valeur qu'on le fait, on le détecte, on le voit, ne serait pas validé. Et on parlait tout à l'heure du module 2 sur le soin, évidemment le 2 et le 3 d'ailleurs, hein, on a un peu des deux. Le 2 et le 3 souvent sont retoqués par les jurys, puisque dans l'action, n'étant pas diplômés, c'est compliqué de leur donner à faire du soin sans avoir le diplôme. Les établissements le font plutôt pas, et c'est pour ça qu'on a des agents qui se retrouvent finalement à ne pas montrer ou démontrer que dans l'action, dans l'exercice de leur fonction, ils font du soin puisqu'en fait ils n'en font pas. Donc là, on avait prévu le coup et on a modulé, en fait, modularisé des petites séquences de formation qui permettent en fait de monter aussi en compétences par de l'acquisition sur en fait le 2 ou le 3, et de pouvoir après derrière être en situation de travail dans le cadre du stage pour in fine après se présenter devant le jury d'examen. Évidemment le livret 2 est accompagné aussi dans la rédaction pour éviter d'en dire trop, de pas assez par rapport à certaines actions, activités, et finalement se voir valider que partiellement en fait le diplôme. Et puis on a une préparation aussi, puisque c'est pas inné et que c'est pas forcément dans la compétence je dirais de chacun, et même peut-être sur des diplômes plus importants, hein, plus hauts, de pouvoir se présenter devant un jury, de pouvoir être jugé sur en fait un écrit et de pouvoir en parler, c'est pas donné à tout le monde. Donc on va les former aussi sur cet exercice
qui leur permettra aussi d'évoluer peut-être dans d'autres activités sur la prise de parole en public ou de pouvoir soutenir en fait un dossier un mémoire en fait ou un autre dossier devant un jury. Et aujourd'hui en fait on a dû ralentir le dispositif du fait du Covid. Vous l'imaginez bien que un accompagnement aussi en proximité que celui-là était plutôt contrarié pendant l'épisode confinement Covid. Mais on a quand même malgré tout, là je viens de le voir, j'ai un message parce que j'ai fait la petite enquête. On a quand même des agents qui ont choisi de présenter leur dossier au mois de juin et se présenter devant le jury au mois de septembre. Alors on a 2 groupes en fait en Bourgogne, 2 groupes en Franche-Comté. Donc Clamecy et Beaune, pour ne pas les nommer, en Bourgogne, et Saint-Hilly et un autre établissement dont je n'ai pas le nom en tête sur la Franche-Comté, qui était embarqué dans le dispositif en expérimentation. Donc on a un groupe de 6 qui s'est présenté. À ce stade, je peux vous dire que 5 ont eu l'obtention totale de leur diplôme et 1 est en échec. Alors je n'ai pas les informations sur l'échec, il faudra qu'on regarde, mais on a quelqu'un qui a échoué sur l'obtention totale du diplôme. Les autres en fait l'ont eu, et puis tous les autres groupes qui n'ont pas pu présenter leur dossier en juin du fait de l'interruption de l'accompagnement ont souhaité en fait le présenter en janvier devant le jury, et donc le dépôt du dossier est prévu pour novembre de mémoire. Donc on en saura un peu plus à ce moment-là. Si le dispositif montre qu'on a une réussite plutôt forte, là on était sur 5 sur 6, pour moi c'est un très bon résultat. Si on a tous les groupes en fait qui sont dans le même taux de réussite, c'est-à-dire que le dispositif d'accompagnement est viable, et là on va renouveler, on va plus être dans l'expérimentation, on va généraliser en fait ce dispositif pour pouvoir l'offrir à tous les établissements qui le souhaitent, alors qu'aujourd'hui en fait il n'y en avait que 4 sur Bourgogne-Franche-Comté qui étaient embarqués dans le dispositif. On sait d'ailleurs que la Fédération hospitalière de France est très en attente du dispositif, s'il voudrait commencer rapidement pour satisfaire les besoins qui ont été exprimés par les directeurs d'hôpitaux, mais on a préféré un peu temporiser pour ne pas en fait reproduire stricto sensu l'expérimentation, se nourrir de ce qu'on a appris dans cette expérimentation, peut-être qu'on a des choses qu'on a mal fait ou ratées, ou qu'on n'avait pas vues, et de pouvoir le réintégrer dans le dispositif. Mais là, pour le coup, sur les résultats qu'on vient d'obtenir, je pense qu'on est plutôt bien parti, et qu'on aura une belle pérennité. Il reste quand même la question en fait du financement, puisque dans l'expérimentation, l'ARS finançait beaucoup, il faut le dire, finançait beaucoup parce qu'elle maintenait le salaire durant tout l'accompagnement, et évidemment c'est une expérimentation, donc ça n'a pas vocation à être reconduit ou reproduit à l'identique tous les ans, donc il faut qu'on s'intéresse au mode de financement, mais sans doute qu'on aura à le passer par exemple dans le CFP ou le CPF pour pouvoir bénéficier de cette VAE. Ce qui fait qu'en fait on consommerait beaucoup moins d'heures de formation. Nous, ça nous fait en fait des économies sur nos fonds, évidemment, puisqu'on est sur un dispositif qui est beaucoup moins cher et beaucoup moins long qu'un diplôme à réaliser dans le menu. Et puis en même temps, comme on fait des économies, c'est-à-dire qu'on peut former plus de monde, donc on fera la bascule sans doute à un moment donné sur les fonds de la NFH, en permettant de pérenniser le mode de financement et d'offrir aux agents la possibilité, parce qu'en fait c'est quand même une démarche individuelle très forte, hein. Il faut que les agents soient conscients qu'un dossier de VAE c'est pas aussi simple que ça puisse y paraître, et qu'il y a un très très fort investissement personnel dans la rédaction du dossier lui-même. Donc c'est pour ça qu'on avait construit d'ailleurs cet accompagnement, c'est pour éviter qu'il se retrouve tout seul. Mais c'est quand même beaucoup plus contraignant à mon avis que de s'asseoir en fait à l'école d'IFAS et de suivre les cours et de pouvoir après derrière passer des examens en fin d'année. En fait, ça demande une démarche individuelle, personnelle, beaucoup plus forte, beaucoup plus impliquée que d'aller suivre en fait un cursus de formation, même s'il y a comme une implication. Hein. Je ne dis pas que la formation à l'IFAS demande moins d'implication, mais c'est quand même beaucoup plus difficile pour un agent de le faire tout seul dans son coin que de le faire en groupe à l'école. Voilà pour l'expérimentation. Donc dès que en fait on aura les résultats sur tous les groupes, enfin, on les communiquera, et puis il est fort à parier qu'on pourra après dupliquer sur tous les IFAS de la région Bourgogne-Franche-Comté, et donc ouvert à tous les établissements. Ce qu'on cherche à faire, c'est de la proximité, hein, faire en sorte que les agents se déplacent le moins
pour pouvoir être accompagné. Et puis le modèle A aura sans doute une chance d'être beaucoup plus généralisé au niveau national, puisque en fait j'ai le ministère de la Santé qui m'a contacté pour avoir des informations sur ce dispositif. Il cherchait en fait, on est toujours en train de faire des comparatifs sur les coûts. Il cherchait à savoir combien coûtait en fait une démarche d'accompagnement individuel versus l'accompagnement collectif. En réalité, c'est pas comparable puisque vous avez 24 heures d'un côté pour un agent qui se débrouille tout seul dans son coin, et vous avez en fait un dispositif de plus de 192 heures sur le dispositif, donc 140 heures de stage sur le dispositif d'accompagnement collectif VAE. Donc c'est pas comparable. Évidemment, ça coûte un tout petit peu plus cher, parce que quand on divise le coût en fait du groupe de 6 et qu'on le ramène à un individu, on est à 1000 € près environ par rapport à un accompagnement individuel. Pour 1000 €, on se donne beaucoup plus de chances pour l'agent d'obtenir son diplôme dans l'intégralité. Donc finalement, on est prêt à consentir à cette dépense sans aucun souci. Voilà pour l'essentiel de cette expérimentation. Je vous remercie infiniment, Monsieur Testori.